Écologie intégrale, je vais pas vous faire un résumé du livre. Je pense que vous pouvez facilement le trouver, vous pouvez facilement le lire. C'est la première raison. La seconde raison, c'est que ce livre, il a maintenant quelques années. Je l'ai écrit avec Francis Vanciton, qui, à l'époque, n'était pas encore notre ex-secrétaire général. Et ce livre-là, on adorerait en faire soit une seconde édition substantiellement modifiée, soit une suite. Mais c'est pas possible aujourd'hui pour pas mal de raisons. On a beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui dans nos vies qui fait que ce livre-là, il n'y aura pas de suite pour l'instant. Maintenant, ce livre, même s'il y a des passages qui nous déplaisent, des passages qu'on voudrait réactualiser, ressourcer, réécrire, il y a quand même quelques petites choses qu'on retient et qui ont vraiment imprégné le mouvement depuis quelques années. Premièrement, c'est le triptyque enracinement, terroir, décroissance, qui pour nous, c'est les trois piliers, dans cet ordre-là, d'une politique nationale authentiquement écologique. Mais on en retient aussi quelques autres développements novateurs, notamment l'idée d'asseoir l'immigration sur la politique écologique. Vu que le nationalisme français ne nous permet pas de l'asseoir sur la race au sens allemand, que tout le travail de la droite classique française, on va dire, a été de ne surtout pas réactualiser cette notion-là depuis un siècle. On s'est dit que l'écologie était une belle opportunité à travers la métaphore du jardinier responsable de parler d'immigration aussi. Et enfin, on a eu un troisième fruit qu'on a tiré de cet ouvrage-là, qui a été de replacer la science comme discriminant négatif de nos hypothèses politiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chercheur n'a pas à dicter sa conduite au prince, mais que le prince serait sot de se baser sur une des hypothèses d'écologie. C'est par exemple pour ça que alors j'ai pas encore eu le temps de le faire cette fois-ci, mais dès qu'ils sortent, les premiers et deuxièmes rapports du GIEC sont résumés dans les différents médias d'AF. Pas le troisième qui est beaucoup plus supposé très mondialisant, on va dire, mais en tout cas les deux premiers rapports qui sont factuels et scientifiques, on a tendance à les résumer et à les lire dès leur sortie. Alors, les résumés, pas les versions complètes, on n'a personne pour lire des trucs de 1500 pages. Voilà un peu ce qu'on retient de ce livre-là. Cette conférence, c'est pas la suite tant promise de ce livre-là, c'est tout au plus un brouillon de suite pour ce livre-là. En fait, ce cercle, je l'ai préparé pour répondre à une question qui, pour ceux qui ont lu le livre, doit vous laisser un peu sur votre faim. On parle sans arrêt d'une société artisanale, mais on la définit jamais. Et notamment, je vais tenter, alors pas forcément de définir strictement la société artisanale, c'est un travail encore à faire et qui prendrait, je pense, quelques années, peut-être même une thèse, mais plutôt d'un peu d'esquisser les contours de ce que serait une société artisanale, donc une société qui serait, dans notre idée, monarchique bien sûr au sens maurassien, mais également appuyée sur des principes peut-être un peu plus surprenants, et je vais vous en livrer 3. Je vais les prendre dans l'ordre inverse du livre. Je vais partir de la décroissance, remonter jusqu'au terroir et remonter à l'enracinement. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je vous fais rapidement un résumé pour que vous puissiez comprendre le contexte. Enracinement, pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres enracinés, c'est un besoin fondamental de l'homme, comme disait Simone Veil, avec un W, pas l'autre. Ce besoin d'enracinement, on s'enracine où ? On s'enracine quelque part, on est né quelque part, dans des plaies à Brassens. Et ce quelque part forme un complexe avec nous. Il y a une boucle de rétroaction dans les deux sens. On agit sur notre environnement, sur notre territoire, mais le territoire agit sur notre caractère, sur plusieurs générations, agit sur qui nous sommes, sur comment nous pensons, comment nous parlons. Ça, c'est toute la thématique de Mistral. Et ce complexe territoire-population, ça s'appelle un terroir, qui est la deuxième partie du livre. Et la préservation de ce terroir nécessite une forme de décroissance que Francis Vanciton résume bien en parlant de décroissance sous parapluie nucléaire, à savoir pas une décroissance naïve comme le font certains écolos de se dire non, on va se désarmer, on va arrêter l'industrie et on va vivre de bisous et de petits oiseaux, mais plutôt d'une décroissance armée, d'une décroissance où on dit très bien, nous, en interne, on va essayer d'être les plus sobres possible, mais quand même garder une certaine industrie de puissance qui est nécessaire à une armée moderne pour pas être envahi par plus brutal que nous
et par quelqu'un qui aurait des velléités de nous coloniser pour faire de nous une annexe de son industrie. Donc décroissance oui, mais décroissance armée, et décroissance donc qui nécessite une petite industrie, au moins dans certains secteurs, pour les problématiques de puissance. Et donc du coup la conclusion de ce triptyque-là, enracinement, terroir, décroissance, c'était l'idée de société artisanale, d'une société qui n'est pas industrielle, vu les conséquences que la société industrielle a sur tant nos identités que notre planète, mais qui n'est pas non plus du primitivisme, qui simplement équivaudrait à dire bon bah on ouvre totalement nos frontières, venez nous envahir et faire de nous votre poubelle, qui arrive avec tous les pays qui sont dans une non-puissance. Et ce qui était l'hypothèse réfutée de Jacques Ellul. Donc ce qu'on souhaite vraiment, c'est une société artisanale, donc qui soit industrielle lorsqu'on n'a pas le choix, pour les problématiques de puissance notamment, mais pour le reste, plus ou moins subsidiairement, utilise plus ou moins subsidiairement d'autres niveaux, d'autres types de production. Et c'est ça qu'on va voir dans la suite de cercle. Donc, ce résumé est terminé, je reprends à partir de la décroissance. Donc la dernière partie du livre. Il faut que je vous parle du tandem productivité-résilience. La première prémisse de ce raisonnement, c'est que tout gain de productivité dans une organisation se fait au prix d'une perte de résilience. Alors pour ça, je dois définir des termes. Par productivité, j'entends la productivité globale des facteurs. Ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs en économie, c'est la productivité conjointe du capital et du travail. Combien votre entreprise, si on la prend sans diviser d'un côté le capital et de l'autre le travail, combien votre entreprise produit? Avec quels moyens? Concernant la résilience, je l'entends par la capacité d'un système à se relever après un choc, qui est la définition de l'armée française depuis quelques années, c'est une très bonne chose. Cette prémisse, elle nous vient des travaux de Jacques Ellul, mais surtout d'un autre penseur qui est moins connu que lui, qui s'appelle Ivan Illich. Bon, si vous m'avez côtoyé plus de 5 minutes, vous savez que j'utilise son nom toutes les 2 heures. Donc, vous devriez l'avoir lu. Mais que nous dit Illich? Illich nous dit que si une organisation n'a pas un gâchis évident, par exemple, voilà, vous êtes dans une industrie et vous faites tellement de rebuts que vous jetez la moitié de votre matière première, ça c'est un gâchis évident, bah ça c'est très facile, il suffit de supprimer le gâchis. Mais lorsqu'une organisation a terminé d'éliminer les gâchis évidents, elle n'a que 2 manières de continuer à augmenter sa productivité, donc sa rentabilité dans un système capitaliste. Soit de refondre son organisation pour exploiter plus efficacement les travailleurs, soit d'ajouter ou d'optimiser son capital en machine afin d'automatiser les tâches et donc d'avoir moins de travailleurs par valeur produite, donc plus de capital. Il n'y a que 2 manières connues aujourd'hui des cas pas de gâchis d'augmenter la productivité d'une entreprise ou d'une organisation. Et petite parenthèse, ça vaut autant pour des entreprises que pour des États, que pour des organisations politiques. Et vu que l'AF doit rester une organisation du petit nombre pour être efficace, je vous laisse deviner ce que ça veut dire en termes de machines. Je ferme la parenthèse. Ce que nous enseigne l'école technocritique, donc à laquelle appartiennent Ellul et Illich, c'est que toute adoption de machine crée une dépendance envers elle. Alors, c'est une double dépendance. D'abord, on dépend de la machine, dépendance simple qu'à peu près tout le monde a vu. Voilà, si vous dépendez de votre voiture pour aller bosser, bah vous dépendez de votre voiture pour aller bosser. Mais on est aussi inféodé à la volonté de son concepteur. Là, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'en rendre compte avec les Tesla et autres voitures pilotables à distance. Vous arrêtez de payer les traites de votre Tesla, elle s'arrête et elle démarrera pas parce qu'il y a un logiciel dedans qui l'empêche de démarrer. Mais ce principe-là est bien plus vieux. Ce principe existe depuis les premières machines. Une machine vous limite dans l'usage que vous pouvez en faire. Vous prenez un outil comme un couteau, vous en faites ce que vous voulez. S'il y a des conséquences, ça sera après. Et éventuellement légalement. Si vous utilisez le couteau pour tuer votre voisin, bah vous aurez des conséquences, mais c'est pas le couteau qui vous en empêchera. Alors qu'une machine n'est pas détournable, contrairement à l'outil. Vous avez une bouilloire, bah vous pourrez pas y faire grand chose. Ça sert à faire bouillir des liquides. À moins de la démonter, de la hacker, mais détourner. Contrairement à un outil qui est fait pour être utilisé de plusieurs manières. Vous êtes borné dans l'usage de la machine par la volonté du concepteur. Cette dépendance, elle rend l'organisation qu'utilise des machines moins capable de produire en cas de défaillance de ces machines. Et ça pour au moins 3 raisons.
Première raison, c'est que la machine tend à mimer les compétences d'un travailleur. C'est ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que c'est qu'une machine à tisser? C'est quelqu'un qui va remplacer un tisserand. Ou au moins l'assister suffisamment pour que ça soit beaucoup plus productif qu'il n'aurait été à main nue. Qu'est-ce que c'est qu'une relieuse? C'est une machine qui fait des reliures. Donc, ça mime les compétences d'un travailleur. Quand toute l'industrie se met à utiliser des machines sur un sujet donné, les travailleurs, il y en a de moins en moins qui gardent la compétence. Et donc, il y a de moins en moins de gens capables d'assurer leur ancien poste au fur et à mesure que le temps passe. Donc, de remplacer les machines si elles sont en panne. Deuxième raison, c'est que la machine elle est plus efficace que le travailleur, donc elle dégage plus de marge. Revenir au travail manufacturier baisse l'efficacité de l'organisation et donc augmente les coûts à volume produit égal. Et ça, une entreprise dans un marché concurrentiel ne peut pas forcément se le permettre. Imaginez demain, vous avez Heineken qui décide de continuer à faire la même bière, mais de la faire artisanalement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui achètent au prix où ça coûte. Je pense que d'un côté, ils seraient pris par le marché des craft beer largement meilleurs que de la Heineken, et de l'autre côté, ils seraient pris par leurs concurrents industriels qui produisent à moindre coût la même saloperie. De 3, quand tout un secteur s'est mécanisé, les compétences manuelles qui étaient là avant n'existent plus. On a arrêté de former des gens pour ça. Et d'ailleurs, c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui à trouver des réparateurs de vélos. Alors on en forme à l'appel depuis 10 ans, donc ça commence à revenir. Mais il y a 10 ans, pour trouver un réparateur de vélo, fallait chercher loin. Donc là, ça revient parce que le vélo redevient tendance. Mais entre on va dire, les années 20 et les années 2010, les réparateurs de vélos étaient en chute libre. Et ça pourrait être le cas de beaucoup d'autres métiers. Si on doit refaire des meubles durables et non pas des tas de sûrs, il faudra sans doute recréer des ébénistes. On n'a presque plus. Alors l'avantage, c'est que les sociétés humaines ont toujours un reliquat de tous ces métiers-là, qui est souvent dans le luxe. Vous aurez toujours des ébénistes d'art. Pour prendre le métier de mon épouse, il y a encore des enlumineurs. C'est juste qu'on ne s'en sert plus pour faire des objets qui serviront tous les jours, même si c'est très dommage, ça embellirait largement les messes par exemple, mais il reste comme artiste, comme vestige, ou alors pour les musées ou pour les restaurations. Donc encore, tout un secteur est mécanisé, c'est rare que ça arrive complètement. Mais en grande partie, ça veut dire que les professionnels sachant faire sont très très rares. Donc s'il y a une crise systémique du secteur, par exemple une crise des matières premières, comme on l'a vu récemment, et comme ça va se reproduire dans les 15 prochaines années, 30, 50 prochaines années, ça veut dire qu'il faut refaire toute la filière, qu'il faut reformer des gens, et ça prend 5, 10 ans. Encore plus pernicieux, Jacques Ellul nous montre que l'optimisation du facteur travail produit les mêmes effets que l'adoption de machines. Je vous avais dit, si vous vous souvenez, qu'il y a deux manières d'augmenter la productivité dès qu'il n'y a plus de gâchis. Soit on ajoute des machines, soit on refond l'organisation pour exploiter plus efficacement les travailleurs. Sauf que Ellul nous montre qu'en fait cette seconde solution produit les mêmes effets que l'adoption de machines. Pourquoi ? Parce que l'optimisation de l'exploitation des travailleurs se fait en les réifiant, en les changeant en machines. C'est ce qu'a fait Henry Ford. Le travailleur qui était autrefois un homme complet avec une tête et des mains, avec un vrai métier, donc une suite d'opérations cohérentes qui part d'une matière première et qui arrive à un produit fini. Il y a très peu de métiers aujourd'hui qui peuvent encore se targuer d'être comme ça. Beaucoup de métiers sont devenus aliénants. Ces gens-là sont devenus des agrégats de skills. Je reprends le terme anglo-saxon volontairement. Parce que dans la littérature managériale, c'est celui-ci qu'on trouve. Et que chez tous les néo-managers de LinkedIn, c'est celui-ci qu'on trouve aussi. On obtient donc un taylorisme qui s'est mué après les années 60 en un taylorisme cognitif. Parce qu'avant, les machines étaient purement physiques. Maintenant, avec les logiciels, on peut également faire du taylorisme de compétences cognitives. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel, sinon que la taylorisation de notre cerveau ? Alors, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur logiciel. Ça peut expliquer des choses. Ce taylorisme cognitif, il concentre les travailleurs sur une seule tâche qui nécessite donc le moins de skills possible afin de rendre scalables et interchangeables les travailleurs. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de management ou dans le jargon du développement, réduire le facteur bus. Le facteur bus, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de gens qui peut vous permettre de voir écrasés par un bus le matin en allant au travail sans que ça coûte votre entreprise.
Si vous dépendez d'une personne très très talentueuse dans votre entreprise pour la faire tourner, votre facteur bus il est de 0. Si cette personne se fait écraser, votre entreprise a toutes les chances de couler. Si votre entreprise elle a 15 ouvriers qui savent faire la même chose sur chaque poste, votre facteur bus il est donc de 14. 15 moins 1. Et donc tout l'art de faire des systèmes à peu près résilients dans un environnement d'ouvriers qui sont devenus des machines, c'est de leur donner qu'une seule tâche à faire pour les rendre très facilement remplaçables. C'est d'ailleurs dans ce piège-là que sont tombés les soignants. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les soignants peuvent manifester et peuvent... il y a quand même des gens qui meurent dans les urgences. C'est qu'aujourd'hui, les soignants, avec la tarification à l'acte, avec le découpage à l'acte de beaucoup de choses, sont assez interchangeables par des intérimaires. Alors que le médecin ou l'infirmier d'il y a encore 30 ans, très difficilement. Il aurait fait beaucoup plus de mal dans sa grève. Et ça, c'est possible avec beaucoup d'autres travailleurs aussi. On l'a vu avec, par exemple, les éboueurs, qui sont aidés par machine, donc facilement remplaçables par du privé dès qu'ils font grève à Paris, par exemple, etc., etc. C'est surtout pour les RH un moyen de contrôler la main-d'œuvre, de pouvoir remplacer les gens qui leur déplaisent, parce qu'ils sont pas assez productifs ou trop revendicatifs, et de s'assurer contre un risque d'être pris en otage par leurs propres travailleurs. Et ça présente les mêmes défauts dans le sens où les compétences inutilisées, parce que le travailleur ne fait plus qu'une seule chose, c'est mousse ces compétences-là. Donc votre travailleur qui était polyvalent avant, il devient monotâche, parce que les autres tâches, il ne les fait plus, donc il perd les compétences associées. De deux, votre travailleur il devient tellement efficace dans sa spécialité, à force de répéter le même geste beaucoup plus de fois, que son remplacement par un travailleur générique se ferait au prix d'une perte de productivité. De trois, quand toutes les entreprises se mettent à recracher des hyper spécialistes bons à une seule chose, le système éducatif lui-même s'adapte et ne forme plus aux humanités, à l'ouverture d'esprit, à la curiosité, à l'adaptabilité. Et j'ai un mal de chien aujourd'hui dans ma profession, qui est une profession qui ne marche pas avec le taylorisme. On ne peut pas être développeur et faire qu'une seule monotâche. Il faut maîtriser le produit de A à Z. On a vraiment du mal dès qu'on forme ces gens-là et qu'ils arrivent après le bac, on est obligé de leur remettre des humanités, de leur refaire parler un peu de psychologie, de philosophie, parce que sinon ils sont devenus inaptes à être formés à ce métier-là par le système éducatif qui s'est adapté à former des gens qui font des monotâches. Je vous parle un dessin de ce qu'est l'école publique moderne en matière d'ouverture d'esprit. Et de 4, en cas de crise, on a des travailleurs qui deviennent complètement inutiles. Et ça, c'est ce qu'a dit fort maladroitement et avec beaucoup de provocation Laurent Alexandre. En temps de crise, un travailleur monotâche est très difficile à reformer pour adapter. Et donc ça devient ce que Laurent Alexandre a appelé les inutiles. Par opposition aux gens qui ont encore réussi à garder des métiers complets, donc où ils maîtrisent leurs produits de A à Z, que Laurent Alexandre appelle les dieux. S'il n'y a pas un peu de provocation là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Après, il s'est fait suffisamment taper dessus pour ces termes-là. Et ça, à l'échelle d'une nation, ça se ressent. Si vous avez une nation composée de gens qui savent faire une seule chose et éventuellement vous dire quoi couper, vous avez une nation qui n'est pas très résiliente, en fait. C'est bien là le problème. C'est qu'une nation résiliente, capable de se reconstruire après une guerre, par exemple, la France des années 50, vous prenez le niveau du certificat d'études de la France des années 50, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et c'est pourtant ces gens-là qui ont rebâti des entreprises, qui ont rebâti une nation de A à Z et sa puissance dont on est encore tributaire aujourd'hui. Une nation capable de se reconstruire, c'est une nation de gens polyvalents, de gens formés et de gens qui ont fait leurs humanités. Pas une nation de gens monotâches. Ou pas une nation de gens où seule l'élite a les clés. Parce que si l'élite faillit, comme ça s'est produit suffisamment de fois en France, vous vous retrouvez avec un petit problème. C'est que vous n'avez plus d'élite et pas de gens dans le peuple capables de former cette élite. Bon, bref. Voilà pour la première prémisse de mon argument, c'est que tout gain de productivité se fait au prix d'une perte de résilience. Et ça vaut, comme je vous disais, pour une PME, un grand groupe, une commune, un mouvement politique ou un État. Je recentre un peu sur l'écologie, on a assez parlé d'économie et de technique. Ma seconde prémisse, c'est que la puissance d'une nation est une fonction de la productivité. Et ça, autant les marxistes que les libéraux l'ont vu. En revanche, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'il y a un deuxième facteur dans la puissance d'une nation, qui est la résilience. Je pose dans l'illustration conférence une petite image, et vous verrez mes compétences, et vous verrez également pourquoi je ne suis pas graphiste à l'AF.
On se trouve ici avec un schéma qui nous dit qu'une nation peut se situer. Alors, on sait qu'il est impossible d'être à la fois productif et résilient, on l'a montré. Donc ici, il n'y a rien en haut à droite. On peut être très très productif. C'est ce qu'il y a en haut à gauche. On peut être très résilient et pas du tout productif. C'est la horde mongole, c'est l'Arabie avant le pétrole, c'est la France des Gaulois, c'est toutes les sociétés primitives en fait. La puissance, c'est ce qui se situe quelque part au milieu, où on est suffisamment productif pour produire des biens et services de haut niveau pour sa population, mais suffisamment résilient pour pas s'envoler à la première crise. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet-là il y a presque 6 ans, il n'y avait pas encore de Covid ni de guerre en Ukraine. Et le seul penseur à énoncer une thèse qui ressemble à ça, c'est toujours d'ailleurs l'économiste Charles Gave, il est toujours vivant, à travers son idée de portefeuille antifragile. Alors j'ai découvert la thèse de Charles Gave bien après avoir théorisé ce truc-là. Pour Charles Gave, un portefeuille antifragile, c'est un portefeuille d'investissement en finance qui est à la fois diversifié, indépendant de l'État, et qui permet à un investisseur de ne jamais perdre toute sa mise. Il n'est peut-être pas aussi rentable et aussi productif financièrement qu'un portefeuille plus optimisé, mais en tout cas, s'il y a une crise, c'est un portefeuille qui permet de garder ses billes. C'est en fait un portefeuille qui applique l'adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'adorerais en discuter avec lui, ça n'a toujours pas été fait. Je voudrais bien. Je l'ai déjà contacté, mais il m'a dit qu'il n'a pas le temps. Je pense que ces deux idées-là sont proches, la sienne est en finance, la mienne en politique, mais en tout cas, on a une phrase qui apparaît aujourd'hui cruellement évidente. Une nation qui n'est pas résiliente est une nation qui n'est pas puissante. Vous pouvez être la nation la plus optimisée du monde, l'usine du monde, celle qui produit tous les biens et les services le moins cher possible, au hasard l'Allemagne. Si dès qu'il y a une petite crise du gaz, vous vous mettez à paniquer et vous devez tyranniser tous vos voisins pour arriver à garder un semblant de cohérence interne, vous n'êtes pas une puissance. Vous êtes au mieux une nuisance, mais certainement pas une puissance. Et pour la France, on n'a pas encore choisi notre voie, on louvoie, ce qui fait qu'on a au moins l'avantage de ne pas être complètement dans le dogme de la productivité. C'est peut-être ça qui nous sauve là. Pour une fois, l'indécision républicaine nous sauve, vu qu'on n'a pas encore réussi à choisir entre la résilience et la productivité. L'inverse est tout aussi vrai. Vous prenez les talibans, avant la prise de pouvoir, ou même maintenant, qui vivent de lait de chameau et d'opium dans les montagnes. Est-ce qu'on peut dire que ce sont une puissance ? Non. Pourtant, ils sont parfaitement résilients. Ils ont résisté à des GI, des tapis de bombes, des famines organisées, l'URSS, George Bush, Saddam Hussein, et j'en passe. Donc, on peut dire que c'est de la résilience, mais est-ce que c'est une puissance mondiale ? Les talibans non plus. Cette équation, elle avait déjà été dans l'intuition d'un chef d'État lors du premier choc pétrolier en 1973, dans la bouche du roi Faisal Abdelaziz Al Saoud, le roi d'Arabie Saoudite. Quand les Américains ont voulu le forcer à négocier avec Israël, il a répondu aux Américains : c'est vous qui ne pouvez pas vivre sans pétrole. Vous savez, nous venons du désert, nos ancêtres vivaient de dattes et de lait. Nous pouvons facilement revenir en arrière et vivre à nouveau comme ça. Il avait compris, justement, que déjà s'il était une puissance, c'est parce qu'il a le pétrole, mais que sa résilience lui permet de couper les puits de pétrole et de les rouvrir éventuellement plus tard. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'ils ont la résilience et ils ont la productivité, que les Saoudiens sont aujourd'hui une puissance. Une puissance moyenne, mais une puissance quand même. Finalement, la définition d'une nation puissante, elle tient dans un projet qui accomplit ce que je viens de dire, qui est le projet colbertiste, qui a été repris par De Gaulle. Être une économie monde, un pays qui est capable de produire tous les instruments de sa puissance lui-même. Parce qu'un tel pays est résilient. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on dit que le nucléaire est un facteur de puissance. C'est une énergie qui est très productive et qui, contrairement à ce que dit Greenpeace, n'est pas dépendante de l'une ou l'autre puissance. On a tellement de réserves d'uranium et d'approvisionnement diversifié qu'on n'est pas dépendant de la Russie, contrairement aux fake news de Greenpeace. Quel rapport avec l'écologie de tout ce que je viens de vous dire ? Tout. Parce que comme je vous disais avec la notion de décroissance sous parapluie nucléaire, si
il faut renoncer à la puissance, alors ça veut dire que demain, les troupes ou les migrants de notre voisin un peu moins écolo viendront nous rappeler à la dure réalité directement dans notre jardin. L'écologie est un luxe de puissance. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde a du mal à réaliser. Les pays sous-développés ne peuvent pas faire d'écologie. Soit elles sont sous-développées et elles n'intéressent personne et elles feront de l'écologie de fait parce qu'elles... Soit elles sont pas développées, elles sont pas des puissances, mais elles ont des ressources, elles sont la poubelle du monde. Soit la poubelle, soit la mine du monde. Et vous regardez des pays qui n'ont aucune puissance, c'est pas eux qui dictent leur politique écologique. C'est les groupes miniers ou les groupes de gestion de déchets qui sont implantés sur leur sol. Les faibles sont systématiquement les poubelles industrielles de leurs voisins. Donc, et ça, c'est le premier argument du livre, qu'a voulu remettre les pendules à l'heure là-dessus, l'écologie ne peut pas se faire sans puissance. La puissance est une prémisse à l'écologie. Et les deux prémices, enfin la prémisse à la puissance, on vient de le voir, c'est l'équilibre entre productivité et résilience. Comment est-ce qu'on parvient à cet équilibre entre productivité et résilience? C'est ma seconde partie et ma seconde idée, l'économie subsidiaire. Je vais regarder quand même s'il y a des questions sur cette première partie, parce qu'après on va changer 2 fois radicalement de sujet, donc je préfère prendre les questions partie par partie si ça te dérange pas, Nicolas. Nicolas? Hop. Oui, pardon. Oui, non, ça me dérange pas du tout. Je vais regarder s'il y a d'ores et déjà des questions. Alors oui, donc voilà, on a une question de Brice de Strasbourg. Si on procède comme sur l'IF, hein, si ça te dérange pas, je te lis les questions et puis tu y réponds. Bien sûr. Hein? Alors, donc j'ai une question de Brice de Strasbourg. Si l'on se démécanise, c'est une perte de productivité. Mais face à une démographie en baisse, quid d'un système de retraite comme aujourd'hui pour demain? Alors, déjà, je suis pas d'accord avec le terme démécanisé. Ça, c'est Lewis Mumford distingue bien la démécanisation de la démachinisation. La traduction est approximative, hein, c'est en anglais. Mais il n'y a aucune raison de se démécaniser complètement. Il y a même des technologies mécaniques qui sont suffisamment simples pour être réparées par un kidam qui finalement, c'est ce que Mumford appelle les machines-outils, et qui sont pas dérangeantes parce qu'elles sont aussi intuitives que des outils. Typiquement le vélo. Je parle du vélo normal, hein, pas du machin qu'on voit dans les rues de Bordeaux par exemple, là, juste sous ma fenêtre. D'accord. Mais donc, mis à part ça, pour répondre à la question, oui, il y a une perte de productivité. La démographie en baisse. Donc on perd la productivité, on n'a pas la démographie. Comment on fait pour le système de retraite? C'est une excellente question. Et ça, d'ailleurs, qui doit être normalement au cœur de la prochaine UDT des jeunes écolos. Donc si j'ai le temps, j'irai. Ça se passera à Poitiers en plus. Quelle chance. On va voir si j'arrive à être le bienvenu. Mais il me ferait pousser une barbe un peu bizarre pour essayer de rentrer. C'est une excellente question et c'est vraiment un sujet auquel il faut répondre parce qu'effectivement le système par répartition, et d'ailleurs j'ai vu passer un article, je crois que c'était sur Lundi Matin, qui disait que, ou sur Reporter, que le système par répartition n'est absolument pas écolo. C'est vrai, parce que pour qu'un système par répartition fonctionne, il faut qu'il y ait soit une augmentation de la productivité, soit une augmentation de la démographie. L'augmentation de la productivité sans machine, ça va être dur. L'augmentation de la démographie, est-ce que c'est vraiment une bonne idée vu les problèmes écologiques que pose la démographie? Attention, je suis pas malthusien. Je dis pas qu'il faut baisser la démographie au forcing, juste que continuer de la monter au moins à l'échelle mondiale est peut-être pas la meilleure des idées écologiquement, pour une question d'utilisation des sols simplement. C'est une bonne question, mais en tout cas, le système par répartition va être difficilement soutenable.
Maintenant, il y a quand même un bémol à mettre, c'est qu'on peut aussi on sera aussi moins dépendant des importations dans une société artisanale qui donc en fait est une économie monde. Ce qui veut dire que le marché interne pourra être à tarif régulé, typiquement pour les retraités. C'est une piste. J'ai pas la réponse définitive sur le système des retraites, il faudra un article complet sur le sujet. Par à la fois quelqu'un qui connaît bien le sujet de l'écologie et à la fois quelqu'un qui connaît bien le sujet des retraites. Mais effectivement, c'est le système par répartition, je vois mal comment le faire tenir à pension égale. Après, on peut faire du macronisme et dire qu'on va baisser les pensions ou faire mourir les gens à la tâche. Mais je doute que ce soit ça notre idée de l'écologie. Oui, d'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, j'ai une question de Tess qui te demande, alors, le début de la conférence fait écho au livre Ravage de Barjavel. As-tu lu l'ouvrage et si oui, quelles leçons en tirer? J'en ai pas parlé pourtant. Effectivement, il y a des indices, effectivement. J'aime beaucoup Barjavel. Effectivement, Ravage fait partie des inspirations pour le bouquin sur l'écologie, notamment la fin du livre quand il s'installe en Margeride. D'ailleurs, j'adore la Margeride. Allez marcher en Margeride, c'est sous-coté, c'est magnifique et on bouffe à pas cher. Voilà, c'est la pub rando. Quelle leçon je en tire? C'est un roman, et c'est vrai que j'aime pas trop tirer de leçons des romans parce que j'aime pas trop extrapoler ce que les auteurs ont voulu dire. Mais là-dessus, est-ce qu'on peut dire que le Paris de Ravage est pas une ville en manque de résilience? Je pense que si. C'est peut-être la principale leçon. C'est que les mégalopoles ne sont absolument pas résilientes. D'ailleurs, il y a prescription, donc je vais en parler, mais lors de la manif pour tous, et lors surtout de Printemps français en 2013, on a eu pour projet, lors d'une manif pour tous, de couper le courant. L'AF était impliquée avec d'autres groupes, on voulait couper le courant à Paris. Et comment est-ce qu'on faisait? On avait quelqu'un assez haut placé chez Enedis pour nous dire comment. En fait, il suffisait de faire sauter 3 pylônes. 3 pylônes qui alimentent des stations de transformation principales. Enfin, je dis faire sauter même pas, faire un choc suffisant pour qu'un détecteur détecte qu'il y a eu un problème. Et donc coupe le courant par sécurité. Donc il n'y a même pas de dégradation. Sachant qu'aujourd'hui, avec les drones, c'est encore plus facile. Les anarchistes avaient fait un très bon article là-dessus sur... je crois que c'était sur Lundi Matin, sur comment avec un drone et une barre de fer, on peut couper le courant dans tout Paris. Je vous laisserai chercher. Je crois que l'article avait même sauté un temps. Donc les mégalopoles ne sont absolument pas résilientes. Ce qui est l'antithèse d'une ville, parce qu'une ville, le principe d'une ville, c'est que c'est un machin, vous pouvez l'atomiser, ça va revenir. Les mégalopoles sont devenus presque des anti-villes, des choses absolument pas résilientes. Donc ça serait peut-être ça la principale leçon à tirer de Ravage. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question de Florian. Donc, si je comprends bien, votre système n'est viable que si nous sommes très peu nombreux sur Terre. Compliqué comme question. Alors, là-dessus, j'ai pas parlé de réchauffement climatique ni de tout ça. Donc je vais pas aller sur ce sujet-là. Je laisse là pour le coup la réponse aux chercheurs sur ce sujet, savoir sur la population possible selon les différents niveaux de consommation de cette population sur Terre. Je vais me concentrer juste sur ce que je viens de dire. Très peu nombreux, non. Je pense que c'est faisable avec la population actuelle pour ce qui est de la France. C'est pas une question de nombre de la population, c'est une question de densité. C'est que ce système-là implique effectivement que les productions seront plus étalées dans l'espace. Ça, c'est ce que dit Jean Covici, c'est que les machines sont très pratiques parce qu'elles font pas concurrence à l'homme sur l'espace disponible. La machine, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange du sous-sol, donc du pétrole. S'il y a moins de machines, il y a forcément plus d'espace dédié à la production de ce dont on a besoin. Donc ça veut dire qu'il va y avoir concurrence sur l'espace. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on accepte de baisser drastiquement notre consommation, et il faudra, c'est une des solutions. Donc on a moins besoin d'espace pour les productions, d'espace de production. La deuxième possibilité, c'est aussi qu'on concentre beaucoup plus la population dans les zones où elle a à l'être, à savoir qu'on refait des villes qui sont denses. Et ça, tous les urbanistes d'aujourd'hui vous disent que c'est une anomalie qu'on ait créée entre la campagne qui doit être peu dense parce que c'est l'espace agricole par excellence et que l'agriculture a besoin de place,
Et la ville qui doit être l'espace dense par excellence, parce que c'est là que se concentrent les échanges, la population et tout ça. On a créé un truc qui s'appelle la banlieue, qui a été dénoncé beaucoup par Bernard Charbonneau, autre auteur que je vous conseille, qui est un immense auteur technocritique. Donc, si nos pavillons de banlieue disparaissent et qu'on dit aux gens, vous avez le choix en 30 ans, soit vous allez en ville, mais ce sera appartement, soit vous allez à la campagne, mais vous ne serez pas à côté de la ville, on récupère une place immense qui peut être récupérée par les productions, parce que c'est à ça que servaient les banlieues à l'origine. C'est là où on trouvait les tanneurs, où on trouvait les forges, où on trouvait toutes ces choses-là. Donc je pense pas qu'on manque d'espace, je pense qu'il est très mal utilisé. Donc non, en tout cas pour ce qui est de la France, je connais assez mal la question des autres pays. Effectivement, l'Inde, c'est plus discutable. Ce système n'est pas viable que si on est très peu en France. Je pense même qu'il est viable pour notre population actuelle. D'accord. Alors, j'ai une longue question de Maxime, mais c'est bien parce que je vois que ton intervention suscite des remarques, des questions, donc ça prouve que le sujet est intéressant. Donc ça, c'est super. Alors Maxime nous dit donc c'est une première partie intéressante. Je n'ai pas d'avis sur la question de l'écologie, donc j'écoute. En revanche, ça me fait penser aux travaux de Jean-Marc Jancovici, j'imagine que tu connais, qui est aujourd'hui mis en avant par le service public, notamment. Lui, son constat est que les ressources d'énergie vont baisser, donc automatiquement la croissance économique ne peut plus être un objectif politique. Est-ce qu'alors les solutions qui sont les siennes, notamment baisser nos consommations en ayant de plus petites voitures par exemple, sont-elles viables avec celles d'un écologisme intégral ? Pour répondre brièvement à la question, allez voir Jean Covici, c'est une des grosses sources de notre livre. Effectivement, toutes les questions énergétiques. Alors parfois, il part sur des solutions politiques avec le Shift Project, avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, mais sur le sujet des constats, c'est son boulot d'ingénieur des mines. Donc ce qu'il fait est un très bon cru. On connaît Jean Covici avec VF depuis des années, depuis son premier cours des mines, qui je crois n'existe plus, puisqu'il l'avait refait en 2016 ou 2017. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on suit Jean Covici et qu'il trouve l'inspiration. Jean Covici, effectivement, de plus en plus, il est mis en avant par la santé publique, mais c'est aussi de son fait. C'est un lobbyiste de génie. C'est que c'est quelqu'un qui est arrivé avec ses idées et un cri dans le désert. Et plutôt que de crier dans le désert, il s'est dit tiens, si toutes les boîtes qui veulent faire du greenwashing, on leur proposait de faire des trucs un peu plus sérieux, payés par elles, et qu'on récupère une marge pour pouvoir monter un think tank. C'est un lobbyiste génial, Jean Covici. Surtout ça, son principal intérêt. D'accord. Très bien, merci. Alors, j'ai une question d'Anthony qui te demande est-ce que tu crois que le réchauffement climatique est induit par les émissions de CO2 d'origine humaine ? C'est pas que je crois, c'est que c'est l'état de la science aujourd'hui. Et que aujourd'hui, j'ai pas de source de même niveau contraire. Il y a bien des gens qui disent que non, mais ils n'ont pas fait de méta-études, ils n'ont pas fait de méta-analyse, ils n'ont pas le sérieux d'un organisme de synthèse comme le GIEC, par exemple. Après, le GIEC, pour nuancer un peu mon propos, on relaye abondamment et on endosse assez volontiers les rapports. En fait, quand un rapport du GIEC sort, il sort en 4 parties. Une partie, c'est le constat de la science climatique. La partie 2, c'est les conséquences sur les environnements de ce que la partie 1 a énoncé. Et la partie 3, c'est les solutions politiques et économiques pour remédier à ce que la partie 1 et la partie 2 dénoncent. Et après, la partie 4, c'est le résumé des 3 autres parties. C'est celle-là qui est sortie ces derniers jours. Et nous, de notre côté, sur le GIEC, on est des grands lecteurs des résumés du GIEC sur les parties 1 et 2. Sur les parties 3, on les ligne, on a quand même beaucoup plus de divergences parce qu'il y a beaucoup de présupposés assez, comme je disais tout à l'heure, mondialistes. Au sens vraiment où leur solution passe toujours par du mondial, des organismes de contrôle, pour vérifier la sobriété, comme si les fonctionnaires qui font des vols Paris-Bruxelles tous les 2 jours étaient sobres. Donc ça, c'est pas qu'on croit, c'est juste qu'on prend l'état de l'art en termes de sciences climatiques et sciences au pluriel. Et qui sommes-nous pour critiquer ça ? Attends, si on nous présente des sources de même niveau qui disent le contraire, on les étudiera. Mais j'ai bien dit de même niveau. D'accord. Ouais, voilà. Et j'ai oublié la seconde partie, la partie près de la question précédente, donc je vais corriger cette injustice.
Les solutions que propose Jean-Marc Jancovici, on n'est Ouais. pas toujours d'accord avec lui, mais pour ce qui est des baisses des consommations, c'est un ingénieur, il connaît bien son sujet, on est plutôt d'accord. Maintenant, ça reste sur du moyen terme. Effectivement, optimiser il le dit lui-même d'ailleurs, optimiser nos usages actuels pour garder notre niveau de confort actuel, c'est qu'un amortisseur, c'est qu'à moyen terme. À long terme, il faudra aussi changer de mode de vie. Mais au moins, ça nous laisse le temps de faire une transition pas trop abrupte. D'accord. Alors, merci pour ta réponse. Donc, j'ai une question de Ryan. Est-ce que tu penses que la production d'énergie libre est viable et donc il faudrait rapidement abandonner l'éolien, le photovoltaïque et autres opérations de pure spéculation? Alors, sur l'éolien, j'avais pas mal bossé le sujet. Ça dépend où on le met. Pure spéculation, je suis pas tout à fait d'accord avec ce terme-là. L'éolien terrestre, on est clairement sur de la chasse aux subventions et de l'engraissement d'opérateurs. Le photovoltaïque, on est sur des choses qui prennent aussi assez peu d'avantages aujourd'hui, vu l'état dans lequel c'est. Enfin, je parle d'éolien ou de photovoltaïque centralisé. Les décentrales, typiquement pour mettre de photovoltaïque en montagne, bah, ça sera plus viable que de tirer une ligne, par exemple, dans les endroits reculés. Mais bref, je ferme la parenthèse. Énergie libre, je veux bien la définition, par contre, pour le coup, parce que j'ai plusieurs notions qui portent ce nom-là, donc je veux bien des précisions. D'accord. Ce que je propose, c'est que je repartirai sur cette question-là lors des questions de la seconde partie. Ouais, d'accord. On fait comme ça. Eh ben, écoute, Enzo, je te laisse du coup enchaîner sur la deuxième partie. La deuxième partie va parler donc encore à nouveau d'économie, mais cette fois on va se rapprocher un peu du terroir. L'idée que je propose, c'est d'appliquer le principe de subsidiarité à l'économie. Économie entendue au sens de production de biens et de services. C'est une idée qui est là pour combler les failles de la relocalisation. Parce que la relocalisation, elle a beaucoup d'avantages en termes de bilan carbone sans doute, mais elle est proprement insuffisante à réenraciner les travailleurs. Et nous, notre but, on l'avait dit avec ce livre sur l'écologie, c'est d'abord l'enracinement. On part de l'enracinement pour arriver à la décroissance et non l'inverse. Une multinationale qui est basée à Vierzon a une production à peu près aussi enracinée que son homologue basé à Bondouf ou à Évry. Pour ceux qui sont au niveau 1 depuis plus de 18 ans au camp, désormais, non, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi les cercles de niveau 1, désolé pour ceux qui sont au niveau 1 beaucoup trop longtemps au camp d'été. La subsidiarité, je définis vite fait ce que c'est le principe selon lequel une tâche doit être prise en charge par l'échelon le plus bas possible, éventuellement suppléé par l'échelon immédiatement supérieur en cas de difficulté. C'est un principe fondamental non seulement de la doctrine sociale de l'Église, mais aussi de l'action publique, avant que la Révolution vienne nous dire que Paris était le phare du monde, que tout le monde devait parler français et gratter des CERFA de 4 pages pour faire une demande de RSA. Ah oui, et d'ailleurs l'UE a fait encore pire. Si vous voulez vous amuser un peu ce soir, vous cherchez la définition de la subsidiarité descendante par l'Union européenne. C'est à mourir de rire. Hein. Allez voir ça. Mais bref, c'est pas d'action publique que je veux parler, c'est d'économie. L'économie aussi, elle a ses échelons de production, dont le plus haut est la production par des conglomérats industriels qui fédèrent de nombreux corps de métier au sein de groupes qu'en France on appelle conglomérats, qu'on peut appeler Zaibatsu, Keiretsu en Asie, etc. C'est les Airbus, les Dassault, les Northrop, les Samsung, etc. C'est ces groupes qui savent tout faire. L'échelon le plus bas en matière d'économie, c'est ce qu'on appelle la production vernaculaire, que Illich préfère au terme de production domestique parce que ça recouvre beaucoup plus de choses. La production vernaculaire peut parfaitement être au sein d'une famille étendue. Alors que production domestique, ça fait vraiment. C'est trop péjoratif pour Illich. Ça ramène à la ménagère qui fait ses chaussettes, quoi. Pour Illich, ça va beaucoup plus loin et la production vernaculaire est l'élément de base d'une économie. Justement, tant qu'à parler d'Illich, qu'est-ce qu'il entend par production vernaculaire ? Il entend justement cette production effectuée gratuitement par une famille étendue pour sa subsistance ou pour l'économie du troc local. Donc ça dépasse la pure économie domestique où on produit les repas de la semaine. Il y a plusieurs mots intéressants là-dedans. Le premier, c'est gratuitement. C'est pour Illich, mais ça il l'a pris à des démographes dont j'ai oublié le nom. La famille étendue,
se définit par les frontières de la gratuité et de votre famille, ceux avec qui vous échangez par don et contre don. On pourrait parler de clan, mais le mot a été connoté assez mal par un certain moustachu. Si, voilà, par exemple, moi j'ai un grand-oncle qui produit une excellente piquette, bah régulièrement je lui dépanne son ordinateur parce que sa box plante. Il y a souvent des problèmes entre la chaise et le clavier, comme chez beaucoup de gens de cet âge-là. Par contre, voilà, sa femme produit des œufs et lui produit du vin, bah on a un échange de bons procédés sur ce sujet-là. Voilà, ou mes parents avec qui gardent ma fille assez allègrement et je rends des services en échange. Voilà. Dès qu'on est dans la frontière de la gratuité, on est dans la famille étendue pour Illich. Deuxième mot important, subsistance. C'est que dans la famille étendue, une famille étendue produit ce dont elle a besoin pour survivre. Pas forcément pour vivre bien. Les produits de luxe, ce dont on n'a pas besoin pour survivre, peuvent être pris ailleurs, dans le village ou même dans l'économie monde. Mais pour ce qui est de la subsistance, elle est produite gratuitement par la famille étendue qui devient du coup une cellule autonome. Entre ces échelons, donc c'est l'atome de base de l'économie pour Illich, ce qui rejoint beaucoup l'atome de base de la société pour Maurras, c'est la famille, mais la famille au sens de famille étendue, dont la définition, et là vous allez voir l'excellente vidéo d'Emmanuel Todd, dépend largement d'où vous vous trouvez en France et dans le monde. La notion de famille étendue pour un provençal va pas être du tout la même que pour un francilien ou pour un breton. On a des notions familiales, des notions de noyau familial différents entre les familles nucléaires, les familles souches, etc., etc. Bref. Entre ces échelons-là, entre l'industrie et le vernaculaire, on trouve l'artisanat, qui est l'échelon intermédiaire. Donc. Là encore, il faut définir ce concept, parce que la définition proposée dans le livre sur l'écologie est largement insuffisante, et elle a largement été rebossée depuis. L'artisanat, c'est un mode de production. On a le mode de production vernaculaire, on produit en famille sans trop se soucier de la rentabilité. Dès que vous faites un plat pour des amis, vous en fichez complètement de la rentabilité de votre opération, à moins d'être un gigantesque rat, mais ça c'est un autre problème. Donc voilà, elle est d'abord... j'ai perdu mon fil, pardon. Voilà, la production artisanale voilà, n'est pas... est un échelon intermédiaire. Elle est réalisée par un nombre limité de personnes, cette production artisanale. Un nombre limité de maîtres associés ou par un maître seul. C'est ce qu'on appelle l'atelier. L'artisanal, le mode de production artisanale, est un mode de production dont la définition est d'être réalisé par un nombre limité de gens qui sont des maîtres. Des maîtres, c'est des gens qui maîtrisent un métier. Nombre limité, ça veut dire soit un maître seul, je me définis comme artisan développeur. Bah, je me considère comme un maître, il n'y a pas de titre aujourd'hui en France, et je bosse seul. Voilà. Mais ça peut être aussi par un nombre limité d'associés. C'est le modèle de la manufacture. Ces gens-là doivent être propriétaires de leur outil de production. C'est très important. Sinon, c'est pas des maîtres. Ce sont des ouvriers. De deux, est artisanale une production où les maîtres réalisent la part qualitativement déterminante des produits. S'ils ont des salariés, et c'est possible pour des maîtres, pour des artisans d'avoir des salariés, ces salariés sont dédiés aux tâches annexes. Par exemple, je prends toujours un exemple de profession, les deux personnes qui m'ont formé dans ma vie, qui étaient eux aussi des maîtres développeurs se définissant comme ça, avaient une salariée. Ils bossaient assis dans un atelier logiciel. Ils avaient une salariée qui était la secrétaire, comptable, etc. Elle faisait des tâches annexes de gestion. Elle ne produisait pas les logiciels proprement dit. De trois, l'artisan ne peut pas être un simple manager qui s'appuie sur le travail d'autrui. C'est la conséquence du deuxième point. Si il embauche des salariés dans la branche, ce sont des apprentis, des compagnons qui le sont dans l'idée de devenir des maîtres un jour à leur tour. Le salariat ne peut pas être un cul-de-sac dans l'artisanat. Et enfin, quatrième définition, est artisanale une production où les gros projets ne se font pas par délégation, mais par association.
où en fait vous allez avoir plusieurs ateliers qui vont s'associer dans le but de réaliser des plus gros projets temporairement, mais cette association disparaîtra quand le projet sera terminé. Et gros projets qui peuvent être avec des ateliers de différentes professions. Vous voulez par exemple réaliser un gros projet de route, vous auriez des gens qui font les granulats, c'est leur métier. Vous auriez des gens qui posent la voirie, c'est leur métier. Des gens qui régulent et détournent la circulation, c'est leur métier, etc. Ça serait par agrégation de petites entités qui s'associent pour un projet et qui montent ce qu'on appelle un groupement d'intérêts. Et non pas par un conglomérat qui possède toutes les filiales nécessaires. L'artisanat, ce mot-là, on a vraiment souhaité le garder, mais il a un problème. C'est quand je dis artisanat, vous avez, dans l'imaginaire collectif, on pense aux selliers, aux orfèvres et autres métiers un peu qui appartiennent soit au passé, soit au luxe. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est le cas. Maintenant, c'est pas pour autant que l'artisanat est un mode de production qui ne peut pas s'adapter à d'autres branches ou d'autres métiers dans le cadre d'une économie écologique. Et d'ailleurs, très souvent, il y a des gens qui ne se revendiquent pas artisans toujours et qui pourtant le sont. Je prends un développeur de logiciel, s'il travaille en remplissant ces 4 conditions, il est artisan. Un vigneron indépendant, très souvent, remplit ces 4 conditions, est un artisan, etc., etc. Il y a plein de métiers autour de vous, si vous fouillez, un artisan boulanger, c'est marqué dessus. Il y a plein de métiers autour de vous qui sont réalisés par des artisans. C'est pas obligatoirement cantonné au luxe ou au suranné, et c'est pas forcément improductif. Bon, sauf quand Michel-Édouard Leclerc fait du dumping à faire une baguette à 40 centimes, mais c'est un autre problème. Maintenant, je vous ai pas tout dit parce qu'entre l'artisanat et le conglomérat se trouve un continuum qui est constitué de plein d'entreprises qui vont de la plus grosse à la PME. Donc pour résumer, on a un système à étages. Est-ce que je peux coller ça dans Discord? Voilà. On a une sorte d'échelle où en bas on trouve le vernaculaire, au-dessus l'artisanat, au-dessus les PME, au-dessus les grands groupes et enfin les conglomérats tout en haut. Alors bien sûr, c'est un continuum. Tout comme l'alsacien ne devient pas une autre langue quand on franchit les Vosges, c'est un continuum aussi l'économie. Il y a plein de nuances de gris entre le conglomérat et le vernaculaire. Il y a plein de types de PME plus ou moins grosses. On passe pas directement, dès qu'on dépasse les 50 salariés, de TPE à PME, etc. C'est comme pour la langue, c'est un continuum. C'est comme pour beaucoup de choses, c'est un continuum. Faut pas le voir vraiment comme des catégories fixées. Qu'est-ce que le principe de subsidiarité économique maintenant qu'on a vu tout ça? Le principe de subsidiarité économique, il énonce que toute tâche qui peut être réalisée au sein du foyer, donc en mode vernaculaire, doit prioritairement l'être. Si ça ne peut pas être réalisé au sein du foyer, ça doit être réalisé par des artisans, puis par des TPE, puis par des PME, puis éventuellement par des grands groupes, et donc ne resterait que ce qui ne peut être pris en charge par rien d'autre au conglomérat. Je parlais de puissants, typiquement fabriquer des missiles qui portent à 200 km, qui font mouche sur à peu près n'importe quoi, c'est pas la PME locale qui va le faire, pour être réaliste. Donc c'est un conglomérat militaire qui va le faire. Produire un char de combat moderne, même chose. Gérer un réseau de fibre optique à l'échelle d'un pays, même chose, etc., etc. Il y a des choses qui, pour notre puissance, sont nécessaires, et ces choses-là ne peuvent être produites que par des gros conglomérats. Maintenant, tout le reste, pour le coup, peut redescendre en termes de mode de production. Ce qui veut dire que c'est aussi un appel à la redécouverte, comme beaucoup d'urbains le font depuis le Covid, à une agriculture vivrière d'autonomie, voire une petite agriculture urbaine. Les ruches sur les toits, au début c'était un délire de bobo, mais en fait quand on remonte dans le passé, ça s'est toujours fait. On a juste redécouvert ça. Le fait d'avoir une poule sur son balcon, c'est toujours fait, etc., etc. Ou même pour une famille à la campagne, et c'est mon objectif d'ailleurs de vie d'ici quelques années, pour tout ce qui finalement fait qu'on survit, avoir une petite production de potager, petite production de céréales également, ça me plairait bien. Bien sûr de l'agneau, là.
La France, en France, n'est pas un produit de luxe, c'est un produit de civilisation, etc., etc. Que les familles, ou au moins les villages, aient une production. Après, effectivement, ce que mon voisin produit, pourquoi je le ferais s'il le fait mieux que moi? Mais il faut savoir rester raisonnable aussi là-dessus, c'est pas un dogme. Mais en tout cas, de relocaliser, et de ne pas seulement relocaliser géographiquement, mais également de redescendre en termes de mode de production les productions. Voilà ce que c'est l'économie subsidiaire. Ce principe y répond à la naïveté du mouvement localiste. McDo est beaucoup plus local dans ses chaînes d'approvisionnement que beaucoup de restaurants. Et oui. Et ça, vous allez voir par exemple les rapports qu'ils ont sortis là-dessus, ou des chercheurs ont sorti sur McDo. McDo est très souvent beaucoup plus local que les petits restos de centre-bourg. Beaucoup plus. Est-ce qu'il n'y a pas un bug dans la matrice écolo avec est-ce que le localisme n'est pas d'une naïveté crasse? Est-ce que d'avoir des McDo, parce qu'ils sont plus localistes, est souhaitable par rapport au fait d'avoir une cuisine locale, etc. Est-ce que le modèle McDo est satisfaisant? Si on prend le discours localiste, oui. Et c'est une des contradictions du discours localiste auquel on a voulu répondre. Un tel système permet organiquement d'atteindre l'équilibre entre puissance et résilience. Ça, c'est mon postulat. Chaque échelon ne dépend du suivant que pour les productions qu'il ne peut pas réaliser lui-même ou pour écouler ses surplus. On a une économie de marché, on n'a pas de capitalisme, pour reprendre la distinction qu'en fait Fernand Braudel. Très bon bouquin d'ailleurs, La dynamique du capitalisme, ça se lit en 2 heures, et ça vous fait la distinction entre l'économie de marché et le capitalisme. Quand est-ce que s'est fait la bascule dans l'histoire, et le tout d'un point de vue d'un historien. Lisez-le, c'est incroyable. Mais bref, dans une société de consommation, il y a une disjonction totale entre ce qu'on produit et ce qu'on consomme. Ça veut dire que, pour la plupart d'entre vous, et je m'inclus également dedans aujourd'hui, même si mon objectif c'est de ne plus l'être, vous ne consommez rien de ce que vous produisez et vous ne produisez rien de ce que vous consommez, ou une part négligeable. Cette disjonction fait que tout le monde dépend de tout le monde pour survivre, ce qui crée une société fragile, peu résiliente. L'économie subsidiaire règle ce problème parce qu'on ne dépend des autres que pour ce qu'on appelle le luxe, donc ce n'est pas nécessaire à sa survie. Contrairement à de nombreuses idées avancées par les écologistes, l'économie subsidiaire n'oublie pas la réalité du monde. Le monde est cruel. Une nation sans complexe militaro-industriel, sans technologie de pointe et sans un minimum d'infrastructures lourdes ne survivra pas longtemps à la prédation de ses voisins, je l'ai dit. C'est le concept de décroissance sous parapluie nucléaire. On a besoin de la bombe nucléaire si on veut faire la décroissance, parce que c'est la seule garantie de notre survie si jamais on veut réduire notre format d'armée ou autre. Et encore que, on voit que la bombe nucléaire suffit pas trop aujourd'hui. Donc, position à reconsidérer. Il est donc nécessaire à une nation contemporaine d'entretenir un système industriel. Mais ça, la société subsidiaire, ça rentre dans son modèle. C'est juste que est réservé aux gros conglomérats seulement les problématiques de puissance. Et ça n'empêche pas non plus d'avoir, mais ça pour ça il faut une bonne diplomatie, et Maurras vous dirait donc un roi, qui est l'étranger, de faire une sorte de traité START ensuite pour dire on va progressivement désarmer le monde en diminuant le format d'industrie. Très bien, on interdit les conglomérats industriels progressivement partout dans le monde. Ça c'est tout à fait possible. Mais ça ne peut se faire qu'armé. Si vous commencez par vous désarmer et dire aux autres vous faites pareil maintenant, ça a très peu de chances d'arriver. Et ça c'est possible uniquement à long terme, avec le rayonnement de la France retrouvée et avec un roi capable de négocier avec tout le monde. Donc on en est loin. Vous allez donc me crier normalement, encore une utopie, salaud, hippie, bobo de gauche. Et en effet, en République, je n'ai aucun espoir de voir advenir une économie basée sur autre chose que sur la consommation. Pourquoi ? Parce que la consommation, c'est ce qui permet de tenir le peuple, autant que l'opinion. Maintenant, à faire comme si le roi revenait
Il nous faudrait faire deux choses, une fois qu'on a la monarchie, pour créer une économie subsidiaire. Il nous faudrait une politique fiscale qui exonère totalement la production vernaculaire, ce qu'on appelle le travail au noir péjorativement aujourd'hui. On l'exonère et on permet de l'assurer. Parce qu'aujourd'hui, le principal problème du travail au noir, c'est que vous pouvez en faire, mais si vous tombez de l'échelle, c'est pour votre pomme. Vous n'êtes pas assuré. Première chose. De deux, une reprise de contrôle sur la production de technologies nouvelles. Tant qu'on courra derrière l'innovation, tant que les populations seront à la traîne temporellement sur l'innovation, on s'en sortira pas. Et c'est ce qu'on verra dans la dernière partie, qui est la digestion sociale des techniques. Pourquoi je ne parle pas de la première? Parce que je suis ni juriste ni fiscaliste. C'est une idée que je lance en l'air comme ça, à ceux qui ont la spécialité nécessaire de la travailler si ça les intéresse. Mais pour moi, d'exonérer et d'assurer le travail au noir fait partie des mesures écologiques. C'est ce qu'on avait appelé humoristiquement la mafia du terroir à Toulouse. Et c'est pour ça que mon surnom là-bas, c'est Parrain. En grande partie. J'ai terminé la seconde partie, donc je vais prendre les questions qui s'en rapportent. Et ensuite, je parlerai de la troisième partie, donc la digestion sociale des techniques. Ouais, ok, on fait ça. Alors, donc j'ai une question de Maria-Louisa qui te demande... Voilà, j'avais pas répondu à la question sur l'énergie libre, maintenant j'ai une définition. Donc comme promis, je veux bien y répondre désormais. Ouais, d'accord, vas-y, je te laisse lui répondre du coup. Alors je lis juste la réponse. Donc pour les énergies libres, je voulais parler de la production d'électricité par une énergie illimitée et gratuite. Par exemple, faire tourner une bobine de fil conducteur autour d'un métal type aimant pour produire l'électricité sans aucune émission de CO2 et de façon totalement illimitée et sans risque. Est-ce qu'il ne faudrait pas tendre davantage vers cet idéal? Je veux bien un papier scientifique qui me prouve que ça marche. C'est... Pourquoi pas? Maintenant, je n'en ai pas encore rencontré. Ok, je vois bien effectivement l'énergie libre, je voyais bien le concept, mais je voulais être sûr de la définition avant de répondre, puisqu'il y a plusieurs concepts qui portent le même nom. D'accord, ok. Moi, ça là-dessus, si on me prouve que ça marche, je pense qu'on est tiré d'affaire. Maintenant, je n'en ai aucune preuve. Et je pense que ça va contre les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ok, très bien. Alors du coup, donc je te lis la question de Maria-Louisa. Par rapport à l'économie subsidiaire, est-ce que tu penses que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est une alternative viable, réaliste? Alors, l'économie sociale et solidaire, on a un des spécialistes français d'ailleurs à l'AF, que beaucoup trouvent bizarre, et effectivement là-dessus je ne vais pas, voilà, mais par contre qui reste une tronche sur le sujet, c'est Kaminski. Et d'ailleurs, une des premières conférences à laquelle j'ai assisté à un camp d'été de l'AF, c'était une conférence de Kaminski sur l'économie sociale et solidaire. Alors pour lui, le solidaire était rajouté pour faire bien, mais surtout l'économie sociale, en fait, le cœur du sujet. Je vous invite à aller la voir. Alors elle est un peu ardue, mais elle est encore sur le YouTube. Il faut scroller jusque tout en bas, et vous tomberez sur cette conférence tout en bas du YouTube d'AF, les premières vidéos. Donc là, pour moi, c'est pas la même chose. C'est juste que les deux choses se rapportent pas l'une à l'autre. L'économie sociale et solidaire, par contre, peut bien être un marchepied vers ça. Dans le sens où, très souvent, dans l'économie sociale et solidaire, on trouve des formes d'entreprise ou des formes de coopératives ou d'associations qui peuvent permettre, avec les bonnes incitations, de produire à des niveaux avec des modes de production plus bas. Donc plus proche du vernaculaire ou de la PME ou de la TPE, ou en tout cas par coalition. Maintenant, l'ESS, elle a quand même une énorme faille, c'est qu'elle est capable d'être aussi crade et aussi cruelle que le capitalisme normal. Et ça, je vais prendre un contre-exemple pour prouver ça, c'est Mondragon. J'avais pas mal bossé dessus quand j'avais bossé sur une conf sur le corporatisme pour les Toulousains. J'avais étudié le conglomérat Mondragon, qui est un conglomérat basque, principalement espagnol, mais aussi français, ceux qui ont les marques Seb. Il n'y a pas Mouinek, je crois, mais il y a Seb au moins dedans. Et Mondragon, en fait, faute des bons incitatifs fiscaux, mais aussi d'un bon coup de pied au cul politique, suite à la chute de Franco, les sociétaires
qui contrôlaient Mondragon et qui contrôlent toujours Mondragon aujourd'hui, se sont érigés en capitalistes, il n'y a pas d'autre mot, et se sont mis à prendre des salariés. En fait, les coopératives et autres mutuelles en poupée gigogne qui constituent Mondragon se sont mises à investir des billes dans des vraies entreprises. Donc en fait, les sociétaires étaient actionnaires d'entreprises qu'ils avaient eux-mêmes créées, dans le but de pouvoir embaucher des salariés, les exploiter et pouvoir garantir leur marge bien après, tout eux-mêmes en travaillant moins et en ayant de meilleures conditions de travail. Donc l'ESS, pourquoi pas, mais sous sa forme actuelle, elle permet encore des aberrations, comme par exemple l'exploitation de travailleurs par d'autres travailleurs. D'accord. Alors, il y a juste effectivement Maria-Luisa qui a affiné et qui disait oui, je pensais notamment aux monnaies locales et aux circuits courts. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas dans l'économie sociale et solidaire, c'est encore d'autres sujets, les monnaies locales et les circuits courts. Les circuits courts, j'en ai déjà parlé, pour moi, ça, c'est un bon pas, mais c'est insuffisant. Les circuits courts répondent à la problématique carbone très bien, mais ils répondent pas à la problématique d'enracinement ou de terroir. Comme je disais, McDo fait beaucoup plus de circuits courts que beaucoup de restaurants de centre-village. Est-ce que McDo est vertueux en termes de préservation des terroirs? Je suis pas convaincu que c'est chez McDo qu'on trouve les petits plats locaux immémoriaux d'un pays. En effet. Il y a la McBaguette maintenant, ça compte pas. Ah oui, la fameuse. D'accord. Ok. Donc, je pense que le localisme n'est pas suffisant. C'est bien, c'est un bon, mais c'est clairement insuffisant comme réflexion. D'accord, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Pour la monnaie locale, je réponds juste rapidement aussi sur cette seconde partie de la question. Je suis pas assez expert du sujet. Maintenant, d'avoir là aussi une subsidiarité monétaire, c'est un sujet que j'adorerais creuser avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet-là. En gros, on aurait une monnaie nationale, on aurait une monnaie de réserve ou des monnaies de réserve mondiales pour les échanges mondiaux, une monnaie nationale, des monnaies locales, et après, du coup, la fameuse frontière de la gratuité, et donc en fait, on a une sous-économie gratuite au sein du cercle vernaculaire. Ça me semble se tenir aussi, maintenant je ne connais pas assez le sujet monétaire pour ça. D'accord. Alors, je vois que Malu est... Alors, Malu écrit, oui, justement, à Mulhouse, on a une monnaie locale. Pas plus preneur des retours ensuite, après la conf du coup. Ouais, d'accord. Ok. Et écoute, Enzo, je te laisse enchaîner avec la troisième partie, alors? Oui, normalement, elle va être un peu moins longue. Je ne vais pas non plus vous prendre 4 heures dans la soirée. T'inquiète. Allez, c'est parti. Troisième partie, la digestion sociale des techniques. Vous aurez peut-être remarqué qu'en dehors des concours Lépine, plus aucune invention n'est faite par des particuliers. On a d'ailleurs inventé un mot pour tourner en ridicule l'innovation populaire, on a appelé ça du bricolage. Quand un chercheur ou un ingénieur de production découvre une nouvelle technique, c'est une innovation et Emmanuel Macron se déplace pour lui serrer la main. Quand vous découvrez une nouvelle manière de faire, vous êtes un bricoleur éclairé. Le chemin classique d'une innovation ou d'une invention, aujourd'hui, passe par la relation marchande. L'idée est devenue un produit qui doit créer son marché à grand renfort de R&D, de marketing et d'une création très très pernicieuse de nouveaux besoins par l'État ou par la publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle le progrès centralisé. Pour reciter à nouveau Fernand Braudel, le temps des territoires est inféodé au temps du marché. Ce qu'il faut se rendre compte, et ça on a du mal à s'y mettre, là il faut lire Braudel aussi pour voir ça, c'est qu'auparavant, le temps national, le temps du marché, le temps des productions n'était pas du tout le même. On vivait pas à la même horloge, presque biologiquement, selon qu'on vivait au fond d'une campagne où il se passait pas grand-chose, ou si on vivait sur les docks à Amsterdam. On n'a pas cette intuition aujourd'hui, on peut plus l'avoir parce qu'Internet a cassé cette intuition encore plus que le téléphone. Mais déjà le télégraphe l'avait entamé. Aujourd'hui, le temps des territoires est inféodé au temps du marché. On vit à l'heure du marketing, de la pub, de la télé, d'Internet. On ne choisit pas le rythme ou le contenu des changements sociaux que provoquent inévitablement les nouvelles techniques. Quand la voiture a été consacrée comme mode de déplacement de tous, les pieds et le vélo ont été relégués au rang de loisir. Là-dessus, je peux vous conseiller 3 sources sur comment la voiture a été imposée au monde.
une vidéo de Arthur Genre, pour ceux qui connaissent sur YouTube, qui parle de l'avènement de la voiture aux États-Unis. André Gorz, l'écolo, sur l'idéologie de la bagnole, c'est son texte le plus célèbre, ou Illich avec énergie et équité. Ceux qui préfèrent aujourd'hui cheminer à pied ou en vélo, sont contraints de payer pour les infrastructures des automobilistes. Au mieux. Au pire, leurs chemins habituels ont été remplacés, cannibalisés par des routes, des autoroutes, etc. Voire encore pire, leur ville est devenue une juxtaposition de pavillons dans lesquels on ne peut plus raisonnablement circuler à pied ou en vélo. C'est le modèle américain. Et ça porte un nom chez Illich, ça s'appelle un monopole radical. Une technologie est passée en situation de monopole radical quand il n'est plus concevable d'utiliser autre chose que la technologie, alors qu'avant il y avait diversité de moyens. Typiquement la voiture dans les villes américaines, qui est l'exemple que prend Illich. Pour Illich, le monopole radical est venu d'ailleurs pour combattre la naïveté des marxistes ou des libéraux qui disaient que oui, avec plus de concurrence, ça va mieux. Le gouvernement met en place, du coup, pour répondre à ce monopole radical de la voiture, des programmes, des aides et des institutions spécialisées pour répondre à ce qu'on appelle le besoin de mobilité. Besoin de mobilité qui a été créé de toutes pièces par ces institutions, par le gouvernement et par la voiture. Personne n'éprouvait de besoin de mobilité avant qu'on décrète subitement d'un trait de plume qu'il existe chez l'homme un besoin de mobilité. Les gens se déplacer, c'est tout, ils ne ressentaient pas un besoin de mobilité. C'est un besoin artificiel qui a été créé par des fonctionnaires ou par du marketing. On a créé un besoin de mobilité, par exemple, dans le cas de la mobilité, dans le but, dans un second temps, de créer un marché du transport, là où, auparavant, chacun faisait selon ses moyens ou selon son bon plaisir. On a pris quelque chose qui était du domaine du personnel, du vernaculaire, encore une fois, et on en a fait un marché. Le marché du transport. Et si vous remplacez, là c'est un exemple, si vous remplacez voiture et besoin de mobilité par école et besoin d'éducation, vous comprenez, et surtout lisez Illich, c'est éclairant, pourquoi l'école libre continuera d'enchaîner les défaites pour encore au moins 50 ans, et ça je vous le prédis. Parce qu'il y a monopole radical de l'école publique simplement. Si vous remplacez ces mots-là par santé et besoin de soins, vous obtenez le système médical actuel. Va réguler chaque centimètre carré de la société. C'est ce que Illich appelle un système iatrogène. Un système qui crée des maladies pour créer des besoins de soins là où les gens n'éprouvaient aucun besoin d'aller voir leur médecin. Némésis médical d'Illich, qui est un de ses textes les plus radicaux et sans doute les plus... où il y a le plus à dire. Ce que je viens de vous décrire, c'est un résumé en même pas 5 minutes de l'œuvre d'Ivan Illich. Tant qu'on ne sort pas d'une logique d'institution qui répondent à des besoins décrétés par une idéologie ou par le marché, on n'a aucune chance de lutter contre la centralisation, le capitalisme ou tout simplement la crise écologique actuelle. Et si vous remplacez ces mots-là, et je terminerai par ça pour pour parler d'Illich, par connaissance et besoin d'innovation, vous avez compris le problème. Et le problème, c'est que les institutions présentent le grand défaut de ne savoir répondre aux problèmes que par des techniques systémiques. Qu'est-ce que c'est qu'une technique systémique ? En gros, pour les technocritiques, il y a 2 types de techniques, de technologies. Les techniques systémiques et les techniques isolées. Une technique isolée, c'est une technique qui tient dans la tête d'une personne, qu'on peut maîtriser entièrement tout seul, avec un peu d'apprentissage, et qui est réalisable avec les matières qui se trouvent dans la proximité immédiate d'un village. C'est ça à peu près c'est ça une technique isolée.
systémique, à l'inverse, c'est une technique qui mobilise de grands assemblages de machines et d'organisations, et dont la défaillance d'un élément entraîne la chute de l'ensemble, et une défaillance capacitaire grave, le système ferroviaire, ou même simplement votre ordinateur. Vous ne pourriez pas écouter cette conférence si tous les éléments du réseau, de chez vous à là où je suis, ne fonctionnaient pas. Lors de la chute de l'Empire romain, on a perdu, et on a encore du mal à le comprendre aujourd'hui, le béton, la fabrication d'aqueducs, l'administration des latifundia, les grands domaines fonciers. Toutes ces techniques étaient donc des techniques systémiques. Mais le problème, c'est que c'est pas que négatif, c'est aussi ces techniques systémiques qui ont fait la puissance de Rome. Et vous vous souvenez, résilience, productivité. Une société a besoin, si elle prétend être une puissance au-delà de son propre territoire, si elle prétend faire empire, de techniques systémiques. Mais c'est aussi ça qui fait la fragilité des empires. C'est que tous les empires sont basés sur des techniques systémiques. Je sais qu'il y a des fans des Mongols ici. Le système de poste mongol était une technique systémique. Rudimentaire, mais systémique quand même. Maintenant, si vous regardez ce qui nous reste dans l'Empire romain, on a gardé leur métallurgie, on a gardé une grande partie de leurs droits, on a gardé leur maçonnerie, on a gardé beaucoup de choses de Rome. C'était donc des techniques isolées, ou en tout cas plus ou moins isolées. Là encore, c'est un continuum. Lors des crises, les techniques systémiques non seulement se perdent, mais en plus amplifient la chute. Alors que les techniques isolées représentent le niveau technologique de base d'une société dans ses périodes les plus noires. Lors de ce qu'on a appelé, qui est très contesté par les historiens aujourd'hui, mais l'âge sombre après la chute de Rome, le niveau technologique à laquelle les sociétés romanisées sont retombées, c'était l'ensemble des techniques isolées de Rome. Et d'ailleurs, il y a une réflexion très très intéressante d'une chaîne, alors qu'elle a changé de nom plusieurs fois, elle s'appelait Ma Ferme Autonome, je crois qu'elle se réappelle Vivre sans argent depuis quelques mois. Pour lui, notre niveau technologique de base, c'est la fin du 19e siècle. Si demain il y avait un problème massif, on ne retournerait pas à l'âge de pierre, on retournerait à la fin du 19e. Avec quelques technologies de plus en plus, de plus aujourd'hui qu'on aurait inventé. Mais globalement, notre vie ressemblerait beaucoup à celle des Amish. Chaque minute, la sérendipité et la créativité des hommes innovent. Et s'il n'y avait pas des institutions écrasantes pour couver les inventeurs, ces inventeurs vont mettre en place leur idée dans le but d'améliorer d'abord égoïstement leur propre existence. Mon beau Maurratien, vous savez que égoïsme plus institution, ça peut faire du bien commun. Dans une société capitaliste, l'inventeur, il a un chemin différent. S'il a inventé une bonne idée, une idée qui est bancable, on dit aujourd'hui, il va devenir start-upper ou entrepreneur pour ceux qui sont les plus sages. Et il va commencer un cycle de création de besoins tel que décrit plus haut. Il va chercher à vendre son idée à un maximum de gens, dans le but de faire de l'argent. L'inverse d'une société capitaliste pour Illich, c'est la société conviviale. Et dans une société conviviale, je définirai ce que c'est ensuite, l'inventeur profitera d'abord un temps de son invention tout seul, avant que son voisin se dise « c'est pas con ce qu'il fait ». Et de proche en proche, cette idée sera copiée, amendée, modifiée, déformée, etc. Et tel un galet, l'invention de base va être lissée petit à petit pour s'adapter aux us et coutumes de sa société d'adoption. Le zéro, par exemple, qui est une merveilleuse invention, a été récupéré, déformé, amplifié par les Perses, puis par les Arabes, puis par les Européens, qu'on finit par faire le binaire et par se dire que c'était une très très bonne idée de créer un réseau mondial à base de 0 et de 1. Voilà. Bon, la fin de l'histoire ressemble quand même assez peu au début. Si on se rend compte qu'il y a eu un effet pernicieux à un moment, la technique qui porte un effet pernicieux, on a le temps, au fil du temps, de soit l'éliminer si elle est trop dangereuse, soit créer une gangue, une sorte d'enrobage de pratiques socio-culturelles dans le but d'encadrer cette technique, d'atténuer les mauvais effets et d'amplifier ce qui nous intéresse. Toute technique brute est ambivalente. C'est ça qu'avait pas vu Jacques Ellul, ça a été vu beaucoup plus tard après lui. Ellul disait que toute technique est ambivalente. Oui, toute technique brute est ambivalente. Mais les sociétés humaines, de tout temps, sauf aujourd'hui,
en ont atténué les effets indésirables par des pratiques socioculturelles. Et ce processus, j'ai pas trouvé de nom, peut-être que des auteurs en ont parlé et ont eu la même idée que moi, c'est très possible, mais de mon côté, j'appelle ça la digestion sociale des techniques. Contrairement à l'innovation descendante, où là, même si l'idée est mauvaise, on va chercher à grand renfort de publicité à créer un marché, avec la digestion sociale des techniques, une mauvaise idée va être naturellement éliminée, ou en tout cas amendée, enrobée. Et ce système-là, il est incapable de créer des techniques systémiques, contrairement à l'autre qui ne créait que ça. Qui dit pas de technique systémique dit pas de perte de résilience. Qui dit pas de perte de résilience dit plus de chances de puissance. Ça paraît contre-productif de se dire qu'en faisant moins de R&D, au moins dans les domaines qui ne concernent pas le militaire et la puissance en général, on arrivera à plus de puissance. Ça paraît contre-intuitif. Mais à moins de trouver une faille dans ce raisonnement, ça me semble plutôt solide. La digestion sociale des techniques, par contre, elle a deux conditions elle-même pour exister. Déjà, il lui faut une société dans laquelle prendre cher, et une maîtrise par celle-ci de son propre temps. Et on n'a actuellement ni l'une, ni l'autre. Et j'ai aucune idée de stratégie pour parvenir à ça. Alors refaire société, c'est un sujet qui a quand même été assez exploré par les contre-révolutionnaires, par exemple. Spoiler, politique d'abord, il faut d'abord un roi. Et pour ceux qui se disent que je saute du coq à l'âne, faites tous les cercles de niveau 1, on en reparle après. Pour ce qui est de reprendre la maîtrise du temps, c'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour à nouveau découpler le temps des territoires du temps du marché à l'heure d'Internet? Et c'est une question, peut-être qu'on en reparle dans 10 ans, j'aurai une réponse. Peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, je vous laisse sur cette question sans réponse. Je fais la conclusion et ensuite je prendrai les questions de tout le reste, enfin tout le reste des questions. La société artisanale, c'est la réunification de notre politique écologique, telle qu'on la voit à l'AF. Et ces trois idées que je viens de vous décrire, l'équilibre productivité-résilience, l'économie subsidiaire et la digestion sociale des techniques, font une partie d'un projet social plus vaste qui s'appelle donc la société artisanale et qui ne se limite pas à ça. Là, c'est trois idées de départ, mais évidemment que le sujet de la société artisanale est beaucoup plus vaste. Il y a des aspects sociologiques, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects économiques, il y a des aspects politiques. La société artisanale, ce serait vraiment... si demain, on me payait sans que j'ai besoin de travailler pendant 2 ans, ce serait typiquement le sujet sur lequel je m'attellerais pour écrire un bouquin. Mais c'est très vaste, on n'en fera pas le tour. Pour moi, et je vous livre ma dernière objection, après 10 ans d'AF à la monarchie, l'instauration monarchique est insuffisante, voire improbable, tant qu'on n'aura pas réglé l'enjeu du siècle, qu'est notre rapport à la technique et notre rapport aux machines. Je me base pour ça sur l'argument statistique de Ted Kaczynski, qui reste aujourd'hui, après 10 ans d'AF, je milite quand même, je suis toujours convaincu que la monarchie reste le meilleur système, mais ça reste ma dernière objection à la monarchie. La dernière chose qui fait que je pense que la monarchie n'est pas immédiatement faisable. L'argument statistique, c'est que si aucune société industrielle n'est une monarchie traditionnelle au sens où on l'entend, c'est sans doute parce que ce type de régime est profondément incompatible avec un système technicien ou une société industrielle. Et j'ai l'intuition qu'on ne réglera pas, politique d'abord ou non, le problème de la monarchie sans régler le problème de la société industrielle. Et que la monarchie est intrinsèquement liée à la société artisanale. Je vous remercie.